Bonjour à toutes et à tous, c'est Dorian de Mister Prépa. Je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui à Angers. On est au lycée Chevrollier et on va parler de la prépa ECT avec un professeur de management et sciences de gestion. C'est parti. Bonjour Adrien, est-ce que tu peux te présenter et nous dire qu'est-ce qui t'a motivé à devenir professeur en prépa ECT? Bonjour Dorian, moi en fait j'ai fait un bac STG, donc à l'époque en option mercatique, et puis j'ai fait une prépa ECT aussi. Donc c'était assez naturellement après quand j'ai voulu devenir enseignant que voilà, j'ai souhaité devenir enseignant en classe préparatoire. Donc j'ai d'abord enseigné en lycée, puis après j'ai été muté en classe préparatoire d'abord à Niort, dans le lycée de la Venise Verte, puis après donc au lycée Chevrollier à Angers. En prépa ECP, puis en prépa ECT. La prépa ECP, c'est les étudiants qui sont en voie professionnelle, qui ont un an de remise à niveau et ensuite qui suivent un cursus assez classique, traditionnel de CT. Et la prépa ECT, qui est donc la prépa voie technologique. Le management, c'est la matière que tu enseignes. Quelle est selon toi, de par ton expérience d'ex-prépa et ton expérience aujourd'hui de professeur, l'importance de cette matière en prépa ECT ? En fait, c'est une discipline que les étudiants aiment bien généralement parce qu'ils l'ont eu quand ils étaient au lycée. Donc ils l'ont eu en première, en terminale. Et l'intérêt en plus de l'ECT, c'est qu'on reprend en fait les différentes spécialités de terminale. Donc on va approfondir les disciplines liées au marketing, ressources humaines, système d'information, gestion finance. Donc c'est à la fois de la partie calculatoire et puis de la partie analyse. Donc c'est assez varié comme matière. Les étudiants ils apprécient cette discipline et puis elle vaut quand même beaucoup de points au concours. C'est une des matières les plus coefficientées, voire la plus coefficientée. Voilà, c'est une matière sur laquelle généralement ils n'hésitent pas sur les efforts. Et comment justement on arrive à travailler avec rigueur régulièrement de la première année jusqu'au concours cette épreuve de management? Alors moi généralement ce que je leur conseille c'est déjà de bien travailler leurs cours, les cours qu'on peut leur donner. Et puis de retravailler sur tous les cols qu'ils font tout au long des 2 ans, parce qu'en fait chaque col c'est l'occasion de plus de tester des nouveaux cas. Et à mon avis, le fait de tester, de s'entraîner sur des cas contextualisés le plus possible, finalement ça les amène à préparer à chaque fois une mini-étude de cas qui ressemble à chaque fois au concours. Donc refaire des cols. Travailler les cours, réviser les cours, et puis aussi pour les devoirs, ce que je leur conseille c'est de reprendre généralement leur copie et de retravailler avec le corrigé pour voir un petit peu ce qu'ils peuvent améliorer en essayant de s'inspirer finalement de la correction de l'enseignant parce que le but c'est d'imiter finalement pour avoir le maximum de points au concours. Est-ce que tu recommandes de ficher en management? Est-ce que c'est une matière qui implique un fichage régulier des théories, des concepts, des erreurs qu'on peut faire notamment dans les devoirs, dans les concours blancs? Moi, c'est pas forcément ce que je recommanderais. Après, chacun a sa méthode pour travailler, mais à titre personnel, je pense que les cours qu'on leur fournit sont assez complets. Après, certains fichent, d'autres aiment bien faire des schémas. Ça, je veux dire, c'est propre à chaque étudiant. Mais les cours en eux-mêmes, je pense, peuvent se suffire. En fait, en refaisant des exercices, après, chacun a sa propre méthode d'apprentissage. Il y a 3 épreuves, 3 formats différents en management. Le management ECRICOM, le management HEC et le management INSEC. Comment on se prépare à ces différents formats? Et est-ce que tu peux rappeler également les différents formats, les attentes de ces 3 épreuves? Oui, alors en fait, le format INSEC et le format HEC ils sont quand même très proches. C'est des épreuves de 4 heures. Avec généralement 3 dossiers à étudier. Alors c'était un peu plus avant, maintenant c'est plutôt resserré autour de 3 dossiers, entre 10 et 15 questions, généralement 12-13. Et puis les formats sont assez proches, donc généralement un dossier assez stratégique, bien qu'ils essayent maintenant d'intégrer des éléments calculatoires même à l'intérieur des dossiers, de ne pas les compartimenter en fait. Ce qui est très différent de l'épreuve ECRICOM, qui elle est une épreuve de 2 heures, où ils ont 3 questions qui portent sur le cas, et après c'est des affirmations. 3 affirmations qui portent sur le cas et 3 affirmations qui n'ont pas de rapport avec le cas. Et là, ils doivent commenter brièvement ces affirmations. Donc en termes de format de gestion de temps, sur l'épreuve ECRICOM par exemple, généralement on considère qu'il faut passer 1 heure, 1 heure 10 sur les 3 premières questions, parce qu'elles valent quand même 60% des points, et consacrer à peu près 50 minutes en fonction du temps restant sur les affirmations, donc à peu près 10 minutes par question, un petit peu moins de 10 minutes par question, voilà, en répondant assez succinctement mais assez efficacement pour maximiser les points, tout
répondre à toutes les questions, c'est important. Mais surtout pas oublier sur Ecricom que 60% de la note repose quand même sur les 3 premières questions d'analyse du cas. Voilà. Après, en termes de... je ne sais pas si tu voulais qu'on développe pour HEC et puis l'INSEC. Tu peux. Ouais. Alors pour HEC et l'INSEC, la stratégie est un peu différente. Comme on gère une épreuve de 4 heures, on va plutôt essayer de bien lire toutes les questions en amont de chacun des dossiers pour essayer de peser finalement la difficulté de chaque dossier et puis regarder déjà les questions avec lesquelles on va avoir plus de facilité, celles avec lesquelles on va avoir plus de difficultés. Et ça permet déjà à l'étudiant de se projeter un peu sur le temps qu'il va falloir consacrer à chacun des dossiers. Donc bien lire toutes les questions avant de se lancer dans la lecture des annexes. Et une fois que les questions sont lues, bien assimilées, l'étudiant va pouvoir commencer à lire chacun des dossiers, mais les dossiers les uns après les autres. Ça, c'est important. Commencer par le dossier 1 parce qu'il y a une trame quand même dans l'étude de cas. Donc ça, c'est vraiment important de bien commencer par le dossier 1. Après, les autres, on peut les faire dans le désordre, mais moi, je pense que le cas a quand même été pensé dans une continuité. Donc, idéalement, traiter les questions dans l'ordre où elles apparaissent, dans le dossier dans lequel ils apparaissent. Et après, essayer de bien gérer son temps entre les différents dossiers. Il vaut mieux tout traiter que traiter parfaitement un seul dossier, puis d'abandonner 3-4 questions sur 13 ou 14 questions qui seraient posées dans le cas. Voilà. Peut-être aussi en termes de recommandations, ce qui peut différencier un petit peu HEC de l'INSEC, c'est au niveau des attendus. L'INSEC apprécie que les définitions soient posées, les définitions des termes clés de la question soient posées. HEC ne le recommande pas forcément, parce qu'il considère que ça fait perdre du temps à l'étudiant pour répondre à la question. Moi, à titre personnel, j'aime bien que les étudiants commencent par définir les termes, parce que souvent, ça permet de bien structurer la réponse et avoir des définitions qui sont claires. C'est aussi finalement avoir un esprit qui est assez organisé et puis qui permet d'avoir une réponse assez cadrée. Donc souvent, les étudiants qui sont les plus précis, c'est aussi les étudiants qui ont fait l'effort d'apprendre les définitions, d'apprendre des modèles, et puis qui savent après structurer correctement leurs réponses. Donc voilà, je pense que c'est une bonne démarche, même si HEC ne valorise pas les définitions. En tout cas, il ne faut pas tomber dans l'excès inverse, finalement de trop définir les termes et finalement de ne pas répondre assez à la question. Donc, on ne doit pas avoir 3/4 de la réponse qui est juste de la définition et de la présentation de modèles théoriques, et un quart qui serait juste vraiment la réponse attendue à la question. Il ne faut pas confondre les objectifs. Très clair. Et justement, c'est quoi les écueils, les principales erreurs que commettent les étudiants sur cette épreuve de management ? La principale erreur, je pense, c'est justement de vouloir dire trop de cours, de vouloir parler de trop de théorie, sans finalement les appliquer au cas. Donc la règle d'or en management, je pense, c'est vraiment de contextualiser sa réponse, c'est-à-dire d'utiliser les définitions, les théories, mais à bon escient. Donc on ne va pas utiliser un auteur ou une théorie si derrière on ne l'utilise pas concrètement dans sa réponse. Donc voilà, ça c'est la principale erreur, c'est finalement de partir sur une réponse qui est très théorique, très décontextualisée, et de fournir très peu de réponses réelles à la question qui était posée. La deuxième erreur, c'est de ne pas lire bien la question. Donc il y a des verbes directeurs, ça commence toujours par un verbe directeur, un verbe d'action, qui va finalement permettre à l'étudiant de savoir quelle est la profondeur de la réponse attendue. Par exemple, quand on a une question qui commence par caractériser, ce n'est pas le même niveau de difficulté qu'une question qui commence par analyser ou apprécier. Ça suppose qu'il y a de la nuance. Donc en fait, il faut bien que les étudiants s'attardent sur le verbe d'action qui est employé en début de question. Ça, c'est un conseil qu'ils peuvent retenir. Et parfois, les questions sont doubles dans une seule question. Donc il peut y avoir, par exemple, caractériser la structure et analyser son évolution. Un étudiant qui lit rapidement la question, il peut simplement caractériser la structure et il oublie de traiter la deuxième partie de la question. Donc ça, c'est la deuxième fragilité qui peut arriver qu'on peut constater auprès de nos étudiants. C'est une mauvaise lecture de la question. Donc peut-être un conseil qu'on peut leur donner, c'est une fois qu'ils ont terminé leur réponse, c'est de relire la question pour vérifier qu'ils aient bien répondu entièrement à la question. Sur les épreuves de 4 heures, HEC, INSEC, comment on arrive à bien gérer son temps, la répartition de son temps par rapport aux différentes questions qu'on a, également sur les 2 heures d'Ecricom où il y a une stratégie qui est différente à adopter? Alors ça, sur la gestion du temps,
ça va être propre à chaque cas qui va leur être posé. Mais généralement, le dossier 1 prend quand même plus de temps, dans la mesure où c'est quand même souvent, alors je parle pour INSEC et puis HEC, c'est souvent un dossier qui prend plus de temps parce qu'il faut lire des annexes, généralement, qui comportent des éléments de diagnostic de la situation de l'entreprise, donc il faut se plonger dedans. Et c'est toujours beaucoup plus long à lire que des états financiers, où vous avez un bilan, un compte de résultat. Donc là, ça prend pas longtemps à lire en soi. Donc, généralement, le premier dossier, c'est normal qu'on y consacre plus de temps que les suivants. Après, c'est encore une fois à l'étudiant de ne pas tomber dans le piège de consacrer 3 heures au dossier 1 sur les 4. Après, on ne peut pas donner de règles générales, mais disons qu'au minimum, il faut consacrer 1 heure pour chacun des dossiers. Après, pour Écrit-Com, c'est ce que je disais tout à l'heure, généralement, les 3 premières questions, 1h10, 50 minutes pour les 6 affirmations qui suivent. Ok, hyper clair. Tu étais justement en prépa ECT, tu es professeur en prépa ECT. Selon toi, quel apport d'un étudiant qui a fait une prépa ECT dans une grande école de management? Moi, je pense que ce que peuvent apporter nos étudiants une fois qu'ils arrivent en école, c'est leur connaissance justement en matière d'économie-gestion. Et souvent, ce qu'ils nous disent, après une fois qu'ils sont en école, c'est que l'essentiel des cours qu'ils travaillent en première année en tout cas, ils les connaissent déjà, parce qu'ils les ont déjà vus, déjà étudiés en classe préparatoire. Donc eux, à mon avis, ils ont plus intérêt, et c'est ce qu'ils peuvent davantage apporter, c'est s'investir dans les associations de l'école pour apporter leur aspect plus, finalement, technique, qui serait un peu mieux maîtrisé que peut-être d'autres candidats qui viendraient de classe préparatoire ECG, qui n'auraient jamais vu d'économie-gestion. Donc peut-être s'attarder plus finalement sur ce que l'école peut proposer en plus des cours. Ok, non, mais très clair. Et enfin, quel message tu partagerais à des lycéens qui hésiteraient à aller en prépa, à des étudiants de première année qui peut-être douteraient de leur potentiel? Que faire justement dans ces situations-là et comment leur donner de la force, les motiver? En fait, ils peuvent se dire déjà qu'il y a beaucoup plus de places qui sont offertes au concours qu'il y a de candidats. Donc, a priori, chaque candidat va avoir sa place en école de commerce. La question, c'est plus de savoir en fait quelle école ils vont avoir, mais ils ne devraient pas tellement s'inquiéter de ne pas obtenir d'école. Donc, s'ils souhaitent intégrer une grande école de commerce et qu'ils jouent le jeu de la classe préparatoire, ils suivent les cours régulièrement, ils participent au call, ils font les devoirs, il n'y a pas de raison qu'ils n'obtiennent pas une place dans une école. Après, tout l'enjeu va être de savoir laquelle. Parfait. Merci beaucoup Adrien pour ton temps, pour la qualité de tes réponses. J'espère que ce contenu vous a plu. C'est vrai qu'on ne parle pas assez de la prépa ECT. Il faut la mettre en lumière, il faut la valoriser. Donc c'est ce qu'on a fait aujourd'hui. Grosse dédicace au lycée Chevrollier qui nous accueille aujourd'hui dans son établissement. Et n'hésitez pas à vous abonner, à vous liker si ce n'est pas déjà fait et à lâcher un commentaire si vous avez des questions. À très vite sur Mister Prépa.